Bonjour à tous, dans les titres de l'actualité de ce dimanche 31 décembre. C'est la fête, c'est l'occasion pour les maquis et restaurants de faire des chiffres d'affaires. Tous les points chauds et lieux de restauration s'organisent pour faire de meilleures surprises à leurs clients. Le constat de nos reporters dans quelques instants. 2018, c'est donc dans quelques heures, déjà la veille, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a visité l'hôpital militaire d'Abidjan. Il est allé soutenir les agents sur place. Et enfin au Togo, des dizaines de milliers d'opposants dans les rues de Lomé. Ils réclament le départ du président Faure Gnassingbé. Bienvenue dans ce dernier 13 heures de l'année. En ce moment, c'est la joie. C'est aussi beaucoup de mouvements sur nos routes. Dans quelques heures, 2018, pour ne pas que ces moments de joie se transforment en moments de drame sur nos routes, notre invité ce dimanche est Dr Échoui Aka Désiré, directeur général de l'OSER, l'Office de sécurité routière. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Vous êtes donc là pour sensibiliser sur les bonnes pratiques pour réduire les accidents au lieu d'attendre après les fêtes pour venir faire un bilan des accidents de circulation. C'est une initiative de la rédaction de RTI1, c'est ça? C'est ça, je vous remercie. Nous avons pour mission d'accompagner tous les usagers de la route pendant cette période de fête où il y a beaucoup de mouvements, vous l'avez dit. Merci docteur. Dans une trentaine de minutes, nous allons échanger longuement avec vous sur la sécurité routière à l'occasion de la fête. Très bien. Dans le même temps, le réveillon de la Saint-Sylvestre, c'est ce soir. Réveillon qui sera marqué par le traditionnel feu d'artifice dans la commune du Plateau. Et pour la fête à San Pedro, c'est la friperie qui est à l'honneur. Les populations ont opté pour des vêtements d'occasion pour bien s'habiller ce 31 décembre. Pourquoi ce choix? Comment les couturiers et les magasins de prêt-à-porter s'en sortent? Élément de réponse avec Eugène Atoubé. San Pedro déjà dans l'ambiance de la fête du Nouvel An. Nous sommes au grand marché. Difficile de se frayer un passage. Chaque commerçant tente de happer le maximum de clients, mais ceux-ci se sont déjà mis dans la disposition à obtenir le meilleur prix de ce qu'ils vont acheter. Conséquence, les négociations et marchandages n'en point finir, ou le même. Dans l'allée réservée aux vêtements, on prend son temps pour le meilleur choix vestimentaire possible. Être bien mis en ces derniers jours de l'année 2017. Dans cette ambiance folle, certains articles semblent cristalliser une bonne partie de la clientèle. Ce sont les vêtements de fin de saison que l'on classe dans la catégorie friperie. Le tissu est cher. Tu vas payer tissu. Allez payer tissu. Tu vas vendre ça au tailleur. Elle va te doubler. Bon, au marché, tu viens aujourd'hui, bon, tu prends, tu portes, ça te plaît. Tu diminues un peu, tu s'en vas. Tu peux décaler. Je suis fier. C'est ici qu'on peut gagner. Chez les tailleurs, là, de la manière au cou là-bas, là, ça peut payer ici là, son vin. Donc, on préfère venir ici chercher pour habiller les enfants. Une bonne affaire, certes, mais des retouches sont cependant nécessaires pour ajuster les vêtements à sa taille. Mes clients, il y a tout. Il y a les hommes, il y a les femmes et puis il y a les enfants. Le fait d'apporter, c'est déjà fait. C'est leur envoi pour au moins un peu, pour arranger, serrer un peu, ou bien souvent quand c'est gros, diminuer quoi, réduire un peu. Puis si c'est long, on essaie de au moins réduire la longueur, tout ça. C'est ça qu'on appelle la design. Si les vendeurs de friperies se frottent les mains, ceux dans les magasins traditionnels de prêt-à-porter ou de pagne, autant que les couturiers, connaissent un sort différent. C'est un peu compliqué. Les clients, mais pas trop quoi. C'est pas comme l'année passée. L'année passée était un peu mieux que cette année. On ne voit pas les clients comme avant, sinon ça vient un peu. Comme les temps sont durs. Ceux qui sont l'argent, ils viennent pour prendre les prêt-à-porter. Il y a d'autres aussi là, c'est le problème de l'argent. Ils préfèrent d'aller fouiller les périphéries. Alors, pour gagner leur part de marché, certains commerçants ont choisi une stratégie marketing agressive. Guerre de clients oblige. Il y a des jolis noms. Qu'ils soient adeptes de friperie ou portés sur d'autres secteurs d'habillement, en cette veille de Saint-Sylvestre, une certitude, chacun sera sur son 31 pour entrer dans l'année nouvelle.
La fête de la cité balnéaire s'annonce prometteuse. Au niveau des maquis et restaurants, ce sont les derniers préparatifs. On veut offrir le meilleur aux clients. C'est l'occasion de faire de bons chiffres d'affaires. On reviendra certainement sur cet élément de Patricia Oumou-Etia. À la veille de la fête de fin d'année, plus de 200 enfants vulnérables heureux. Ce sont de brillants écoliers de la commune de Toumoudi qui ont reçu des cadeaux de fin d'année. Un geste de la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Raymond Goudou-Kofi. On fait le point avec Léon Brou. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique pour la deuxième fois consécutive au contact des tout-petits de Toumoudi dans le cadre de ses dons aux populations de cette commune. Plus de 200 enfants reçoivent des cadeaux. Écoliers ou pensionnaires des crèches et pouponnières, ces gamins ont été sélectionnés pour leur vulnérabilité ou leurs résultats scolaires. Il s'agit pour Raymond Goudou de leur apporter de la joie en cette fin d'année. Question d'entretenir ou stimuler en ces enfants le goût de l'effort. J'ai dit à Madame la ministre de l'Éducation nationale que cette année-là, brevet c'est Toumoudi, CP c'est Toumoudi, bac c'est Toumoudi. Donc les parents ne me font pas mentir, je vous en prie. De bons résultats scolaires, finalité de l'action de la ministre de la Santé pour l'épanouissement des enfants. Raymond Goudou d'en annoncer une institution, elle reçoit l'hommage des bénéficiaires et le soutien des autorités de Toumoudi. Les fêtes de fin d'année riment avec loisir. Pour certains, c'est l'occasion de tous les excès et souvent un accident peut vite arriver. Pour faire face aux éventuels cas de détresse des populations, les structures chargées de la sécurité et de la protection civile sont mobilisées. Davis Oyo et Walter Amadou. Samy, bonjour. Allô? Oui, bonjour madame. Nous sommes à Cocody, au centre d'appel du service d'aide médicale urgente SAMU. Cet agent est confronté régulièrement à des appels fantaisistes. Il reçoit en moyenne par heure 500 appels et seulement 1%, soit 5 appels sérieux. Allô? Après plusieurs appels fantaisistes, des coups de fil sérieux se signalent. Et aussitôt, des équipes se déploient sur le terrain. Avec cette période de fête, le responsable du service de régulation galvanise son équipe. À l'équipe de garde, vous savez qu'on est en fin d'année et qu'on va être sollicité. Il va falloir garder la vigilance, garder le calme, la courtoisie pour pouvoir répondre comme vous le faites tous les jours et trier les appels afin de porter secours le plus rapidement possible à ceux qui en ont besoin. Des stratégies sont aussi élaborées pour se rapprocher des populations et être plus efficaces face aux sinistres. Nous avons prévu 11 postes médicaux avancés qui vont nous permettre d'être en contact avec la population. En dehors des postes médicaux avancés d'Abidjan, de ces 11 postes, il faut savoir que le SAMU reste en alerte à Yamoussoukro pour tout ce qui est accident de la circulation et autres besoins de santé en médecine d'urgence. Autre décor, même message. Au groupement des sapeurs-pompiers militaires, GSPM, le commandant Serge Vital Oulaï mobilise ses troupes. Il va falloir que vous accentuez la vigilance, que vous décrochez le téléphone au maximum et puis pouvoir être prompt pour engager les secours. 106 interventions enregistrées du 24 au 25 décembre de cette année par le groupement des sapeurs-pompiers militaires. Pour la fête de Saint-Sylvestre, le GSPM met en place des dispositions pour assurer la couverture incendie et médicale de tous les sites de manifestation. Ces postes d'arrêt de premier secours visent à assurer la sécurité des populations et surtout, nous savons qu'il y aura des feux d'artifice dans le district d'Abidjan. Et ça va permettre de pouvoir faire face aux éventuels incidents. Pour faciliter leurs interventions sur le terrain, le chef du bureau des opérations du groupement des sapeurs-pompiers militaires exhorte les populations à plus de civisme. Après le GSPM, cap est mis sur les services d'urgence. Ici, aux urgences de Cocody, des mécanismes de régulation sont également mis en place pour accueillir d'éventuels malades.
Au niveau des urgences de chute Cocody, essentiellement l'unité de chirurgie et l'unité médicale, on a au total 7 médecins qui seront présents pour vraiment prendre en charge pendant ces fêtes-là tous les blessés et éventuellement tous ceux qui vont solliciter les urgences de chute Cocody. Pendant cette période de fête, le service d'urgence du centre hospitalier universitaire de Cocody note 80 patients par jour, un chiffre au-dessus de la tendance habituelle. Un service débordé à l'image du hall aménagé pour assurer la prise en charge médicale des patients. Pour rappel, les services d'urgence, entre autres, le CCDO numéro d'urgence 100 ou 111, le GSPM 180, le SAMU 185 et la Croix-Rouge font partie d'une plateforme située à la préfecture de région pour assurer la protection et la sécurité des populations. Et voilà, pour coller à cette actualité, ce dimanche, notre invité est le directeur général de l'OSER. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes. À la veille du réveillon de la Saint-Sylvestre, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables a effectué une visite sur 3 sites de production et de distribution d'énergie installés à Abidjan. Jean-Luc Gbangbo pour plus de détails. Tour EECI au plateau, salle de dispatching. Les milliers de mégawatts qui traversent la Côte d'Ivoire en permanence sont pilotés depuis cette salle, le gestionnaire du réseau électrique ivoirien de haute tension. C'est ici que Thierry Tano démarre sa visite de terrain. Une visite destinée à évaluer le dispositif mis en place pour sécuriser la fourniture de l'électricité en cette fin d'année. Des dispositions ont été prises au niveau de la production, au niveau du transport, au niveau de la distribution. Au niveau des centres de relations clients, il y a eu un renforcement des effectifs pour que nous puissions répondre aux sollicitations des clients. Le poste 90 kV en zone portuaire, deuxième site visité par le ministre. Le courant produit est transformé ici et transporté vers les différents canaux de distribution. Thierry Tano s'est félicité du bon fonctionnement de ces installations. Tout va être mis en œuvre de telle manière à ce que les systèmes soient bien suivis et que s'il y a des départs, que nos équipes puissent intervenir le plus rapidement possible. Donc le risque zéro n'existant pas, tout ce qu'on essaye de faire, c'est essayer de mettre en place le maximum de sûreté, de sécurité, de telle manière à ce que nous puissions tous fêter cette fin d'année et l'entrée dans 2018 dans les meilleures conditions. Mais le ministre voit bien au-delà de la nuit du 31 au 1er janvier. Dès le 2 janvier, nous repartirons au travail pour continuer la marche en avant de ce secteur qui est extrêmement important pour le développement économique de la Côte d'Ivoire. Améliorer la qualité du service que l'on donne à nos concitoyens, de telle manière à ce que la qualité, le nombre de coupures, la durée des coupures soit réduite. Le temps moyen de coupure d'électricité en Côte d'Ivoire est passé de 50 heures en 2011 à 40 heures en 2015. En 2017, il est de 23 heures, soit moins de 3 heures de coupure par mois. Pour permettre à ses collaborateurs de passer une bonne fête, le ministre de la Culture et de la Francophonie a récompensé les 2e et 3e du prix d'excellence dans la catégorie de la littérature, des arts vivants et du cinéma. Issayo. Les lauréats des prix d'excellence 2017 classés 2e et 3e en littérature, arts vivants et cinéma et arts visuels récompensés. Ils ont reçu leur chèque des mains du ministre de la Culture et de la Francophonie. Les 2e ont empoché la somme d'1 500 000 francs CFA, tandis que les 3e sont répartis avec la somme d'1 million de francs CFA. Tout créateur, quel qu'il soit, aspire à la récompense de ses efforts. Cette récompense est bien plus que pécuniaire. Elle est aussi et surtout psychologique. Rien ne semble faire le plus plaisir à un inventeur, à un artiste et à un écrivain que le fait de savoir qu'il est devenu célèbre et immortel grâce à ses œuvres. Depuis l'année 2014, date de la reprise de la célébration de la Journée de l'Excellence, 33 personnalités du monde des arts et de la culture ont été célébrées. Nous sommes fiers de vous. Recevez ici toute notre admiration et nos félicitations pour le travail que vous abattez nuit et jour en vue de hisser haut les couleurs ivoiriennes
tant au niveau national qu'au niveau international. C'est le lieu de rappeler que Tanela Boni, Mewe et Zoré Lassane ont respectivement remporté les premiers prix en littérature, art vivant et cinéma et art visuel. Ils ont reçu de la part du président de la République, Alassane Ouattara, chacun la somme de 10 millions de francs CFA. À la veille de ce 31 décembre, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, lui, était à l'hôpital militaire d'Abidjan pour voir les conditions de travail des agents de santé des armées. Abou Sanogo. L'hôpital militaire d'Abidjan, seul hôpital militaire de Côte d'Ivoire, construit en 1980 dans le but de recevoir les militaires de l'armée ivoirienne et leurs familles, a reçu le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Une visite symbolique à caractère social qui a permis au ministre d'État Ahmed Bakayoko de toucher du doigt le quotidien des personnels du service de santé des armées, lesquels personnels voient en cette visite un véritable motif de soulagement. C'est la toute première fois qu'un ministre de la Défense effectue une visite à caractère social ici à l'hôpital militaire d'Abidjan. Votre venue démontre l'urgence de faire migrer l'hôpital militaire dans ces nouveaux locaux en attente de finition et d'équipement. Une visite guidée des différents services a permis au ministre d'État Ahmed Bakayoko de savoir que cet hôpital ne répond plus aux normes. Les locaux sont vétustes, inadaptés, le matériel médical est obsolète, vieillissant avec des pannes pour la maintenance. Ahmed Bakayoko promet une amélioration du cadre de travail des personnels de l'hôpital militaire d'Abidjan. Aujourd'hui, le scanner ne marche pas parce qu'il faut 75 millions. Depuis bientôt quelques années, ce n'est pas normal. Donc, dès janvier 2018, nous avons sur les lignes d'urgence du ministère donné les moyens pour réparer le scanner. Vous voyez également que depuis près d'un an, il n'y a pas d'opération des yeux parce que le microscope ophtalmologique ne marche pas. Nous allons donner les moyens pour cela. La stratégie du président et du gouvernement en matière de santé des armées est essentielle. Nous avons un programme important avec un financement qui est déjà bouclé avec l'Inde de près de 45 milliards de francs CFA pour construire 3 hôpitaux à Korogo, à Daloa et à Boaké et rénover l'hôpital militaire d'Abidjan. Nous devons faire en sorte que les hôpitaux militaires en Côte d'Ivoire soient d'un bon niveau et je vous promets qu'en 2018, nous allons avancer concrètement sur ces dossiers-là. L'hôpital militaire d'Abidjan abrite toutes les spécialités médico-chirurgicales, emploie 400 personnes et reçoit environ 75 000 patients par an. En matière de sécurité et de protection sociale, 116 élèves du Centre ivoirien de formation des cadres de sécurité sociale ont reçu leur diplôme de fin de cycle. Olivier Iriebi et Herman Guivé. Monsieur Dimi Gakeni Franck. 33 cadres moyens de sécurité sociale, 20 contrôleurs d'exploitation, 12 contrôleurs en prévention sociale et 51 techniciens de sécurité sociale viennent de décrocher leur diplôme. Ces élèves issus respectivement des 17e, 13e, 8e et 21e promotions du Centre ivoirien de formation des cadres moyens de sécurité sociale viennent d'achever une formation de 12 mois en protection sociale. Ils sont jugés aptes à intégrer la vie professionnelle. Ces diplômes émanent des fruits du labeur, de l'engagement et de la détermination des élèves. C'est la somme de tous ces efforts qui est couronnée aujourd'hui. Face aux encadreurs et aux responsables de la tutelle, ces diplômés ont pris la ferme résolution de ne pas faillir à leur mission. L'occasion est donc propice pour dire que nous sommes tous prêts à servir la cause de nos assurés sociaux dans nos pays respectifs et au-delà. Selon le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, la sortie de ces différentes promotions vient renforcer la capacité d'action de sa structure en matière de sécurité sociale. Le ministre Jean-Claude Kouassi s'est pour sa part réjoui des atouts qu'offre la Côte d'Ivoire aux autres pays. C'est toujours un honneur et un plaisir renouvelé pour la Côte d'Ivoire, notre pays, d'accueillir des ressortissants de pays frères et amis. La cérémonie de ce jour représente tout un symbole, celui d'une intégration réussie et d'une coopération fructueuse entre pays africains. Ces 116 élèves des promotions sortantes sont originaires de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry, de la Centrafrique, du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Congo-Brazzaville.
Pour vous, en cette fin d'année, nos reporters sont allés comprendre l'évolution du prix des services de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. En 1990, la téléphonie mobile était à ses premières heures considérée comme un luxe. Mais ces dernières années, l'on assiste à une politique de prix concurrentiel de la part des opérateurs. Les tarifications sont de plus en plus faibles grâce à l'offre des bonus, mais le plus souvent, il y a des problèmes de réseau. Téléphonie mobile, la guerre des prix, un dossier signé Cheikh Koné en 3 minutes 45. Il veut transfert. Mais attends, il y a un bonus aujourd'hui, non? Oui, il y a un bonus. D'accord, il y a un transfert de 1000 francs. C'est 200% aujourd'hui. Avec 1000 francs, j'aurai 2000. Grâce au bonus de rechargement, le crédit de communication de Mireille est 3000 francs CFA. Elle consommera un volume total de 60 minutes pour un prix moyen à la minute de 50 francs CFA. Il y a les souscriptions qui nous permettent d'appeler facilement. Si on vous demande de souscrire 500 pour 24 heures, puis vous appelez tous les réseaux, vous allez adhérer à ça, parce que ça vous permet de gagner. 10 ans plus tôt, avec le même montant, Mireille aurait consommé à peine 4 minutes de consommation, soit 250 francs CFA la minute. En Côte d'Ivoire, la vulgarisation de la téléphonie mobile a fortement contribué à la baisse des tarifs des services mobiles. La guerre des prix entre opérateurs, officiellement déclarée par l'introduction de la 3G sur le marché en 2012, a fait chuter progressivement à partir de 2013 les tarifs d'environ 50%. Il y a nettement une amélioration, ça il faut le dire. Parce qu'avant, il fallait faire une minute à 500. Maintenant, avec moins que 25-50 francs, on appelle. Il y a eu une amélioration au niveau des tarifs. Voilà, donc je pense que l'effort est là quand même. Pour séduire les clients, les opérateurs multiplient les bonus de téléchargement sur les offres data et voix toutes les semaines, avec des bonus allant de 100 à 500%. Cependant, les abonnés de plus en plus exigeants déplorent la qualité du service, qui crée des déperditions sur les crédits souscrits, mais aussi une structuration complexe de ces tarifs promotionnels. Souvent en pleine communication, on dit surtout lorsqu'il pleut, il n'y a plus de réseau. Et puis souvent, quand ils nous donnent des bonus, ils ont tendance à tellement vite couper qu'on a l'impression que c'est un cadeau empoisonné. Le coût est élevé. Et puis, quand on fait souvent des souscriptions, souvent on nous prélève des moyens, mais on n'arrive pas à avoir accès à l'Internet. On nous envoie des SMS concernant un peu la tarification pour chaque appel, pour tous les réseaux. Mais réellement, sur le terrain, ce n'est pas ce qui est constaté. Côté téléphonie, appel, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts encore à faire. Il y a beaucoup d'efforts parce qu'il y a les interférences et autres. Pour le régulateur, les conditions de transparence permettant d'apprécier les prix pratiqués sur le marché sont primordiales. Nous sommes dans un marché fortement concurrentiel et le principe de base est que les opérateurs ont la liberté tarifaire. Pour dire que le régulateur ne fixe pas un prix, c'est le marché qui se veut concurrentiel qui, par le jeu des acteurs, définit l'évolution des tarifs. Pour adresser entièrement la question, le thème choisi pour la 3e journée prospective du régulateur porte sur la structuration des prix des services mobiles. Les prix ne sont pas forcément ceux qui sont affichés par les opérateurs, parce que l'opérateur a un jugement à faire de ces prix. Il apprécie, parce qu'il y a l'État d'abord qui attend que les prix qu'on donne soient ceux qui doivent convenir aux consommateurs. Et nous, à la RTCI, nous sommes là pour faire de sorte que ce soit le juste prix. L'opérateur, il va vouloir quand même faire son business. Mais nous ne devons pas faire ce business n'importe comment. Nous devons regarder nos règles. C'est pourquoi nous avons mis en place au niveau de la RTCI un observatoire des marchés. À fin 2017, le pays enregistre 3 opérateurs mobiles pour un taux de pénétration record de 125,92%, ainsi qu'un pack d'un peu plus de 30 millions d'abonnés. Une dynamique concurrentielle qui va certainement continuer à faire chuter le prix des services mobiles. Dossier signé Cheikh Koné. Mois de décembre, mois de fête, mais période où il y a aussi beaucoup de feux de brousse dans le nord du pays. Cette année, à Diawala, les autorités se sont fixées comme défi 0 feu de brousse dans le département. Sie Kwasi et Jeanne Atoubé. Un film documentaire projeté au Centre d'action culturelle de Diawala a permis au chef de cantonnement des eaux et forêts de Ouangolodougou de sensibiliser sur les facteurs de risque et les conséquences des feux de brousse sur l'homme et l'environnement. Une action qui donne le coup d'envoi de sa caravane annuelle de lutte contre les feux de brousse.
Nous avons installé 22 comités dans tous les villages. Le don de l'INAPES va soulager nos comités qui ont été déjà mis en place. Selon le Comité national d'information, d'éducation et de sensibilisation pour la défense de la forêt, CNIS-DF, de 2015 à 2016, les feux de brousse ont occasionné plusieurs dégâts, causant des pertes en vie humaine, matérielle et agricole. Entre autres, 17 personnes tuées, 10 villages ravagés et la destruction de plus de 35 000 tonnes de produits agricoles composés de cacao, d'anacarde et de coton. Des victimes de Sonovogo, un village du département de Ouangolo-Dougou qui avait été totalement ravagé par les feux de brousse, gardent encore de mauvais souvenirs. Depuis le 2012, nous avons eu un feu de brousse sur le village de Somavogo qui a vraiment beaucoup ravagé les plantations même dans le village. Nous devrons les encadrer, nous devrons les aider à atteindre leurs objectifs tout en ne mettant pas en péril, n'est-ce pas, les espaces qui nous restent encore. En cette période d'harmattan, c'est pour prévenir les populations du fléau que les autorités appellent à la vigilance. Elles souhaitent que chacun soit le gendarme de son voisin. Il faut que chacun évite de faire des feux incontrôlés. Il y a des sanctions. En ce mois de décembre, l'harmattan bat son plein dans le nord du pays. Et pourtant, c'est à cette période que les paysans renouvellent leurs parcelles agricoles en pratiquant le système de l'agriculture sur brûlis. Hors de nos frontières, des milliers de Togolais ont défilé dans les rues de Lomé hier pour réclamer le départ du président Faure Gnassingbé. Aucun incident n'a été enregistré. Depuis septembre, l'opposition organise des manifestations quasi hebdomadaires. Nous sommes à quelques heures de la fête et nous sommes maintenant avec le directeur général de Lozère, Dr Échoui Aka Désiré. Il est sur notre plateau pour parler de bonnes pratiques afin d'éviter des accidents de circulation ce 31 décembre, surtout qu'il y a en ce moment beaucoup de trafic sur nos routes. Merci à vous, docteur, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir invités. Nous allons commencer par un petit coup de pédagogie. L'accident de la route, qu'est-ce que c'est? Oui, pour faire simple, disons que l'accident de la circulation routière est un événement inattendu avec 3 caractéristiques propres. Il produit au moins une victime et ou des dégâts matériels. Il survient sur une route ouverte à la circulation publique et il implique au moins un véhicule. Vous voyez que dans ces conditions, c'est un événement qui nous concerne tous. Nous sommes tous concernés. Ça peut être moi, ça peut vous arriver, ça peut arriver à un parent, ça peut arriver à une connaissance. Et donc, nous devons nous mobiliser pour prendre nos responsabilités sur la route, qui est un espace en partage. Avant de chercher à comprendre les causes des accidents, nous allons d'abord faire connaissance avec Lozère. C'est un élément de Walter Amadou sur vos missions. Merci beaucoup. Si en 1970, avec 52 000 véhicules, le pays totalisait 3 000 accidents, occasionnant 376 décès, aujourd'hui, avec un accroissement rapide du nombre de véhicules, environ 1 million, on enregistre plus de 10 000 accidents de la circulation, dont 9 000 cas graves et environ 900 personnes tuées chaque année. Les défauts de maîtrise, d'imprudence du conducteur, d'imprudence du piéton et de stationnement dangereux sont les causes de ces accidents. Les piétons et les passagers sont les principales victimes de ces accidents de la circulation routière. Ils représentent respectivement 40% et 18% des victimes tuées. Une situation qui a constamment interpellé l'État de Côte d'Ivoire. Des mesures sont donc prises à cet effet. Et depuis 1978, l'Office de sécurité routière, en abrégé OSER, a vu le jour. L'OSER travaille sur 3 types de domaines, les études, la formation, ainsi que les campagnes de sensibilisation et de formation. Le contrôle des vitesses par radar a permis de faire baisser le taux de gravité des accidents de 20 en 1997 à 5% aujourd'hui. Il faut y ajouter le contrôle du respect du code de la route
Il s'agit d'interpeller les usagers de la route sur certains comportements à risque tels que le non-respect du feu rouge et du panneau stop, le franchissement de la ligne continue et la conduite en sens inverse, les mauvais stationnements. Les chiffres de l'OSER indiquent que 94% des accidents de la route sont dus à des facteurs humains liés au comportement des conducteurs et 6% sont imputables aux autres facteurs, dont le mauvais état des véhicules et le réseau routier. Docteur, donc nous allons nous concentrer aujourd'hui sur les accidents de la route et les campagnes de sensibilisation pour réduire ces accidents. Mais quelles sont d'abord les causes? Qu'est-ce qui est à l'origine de ces accidents? Je vous remercie. Votre document a été tellement bien fait, qu'il reprend exactement les éléments qui expliquent, n'est-ce pas, les accidents, les nombreux accidents. Alors, il y a 3 grands facteurs qui expliquent les accidents. Il y a le facteur homme, le facteur route et son environnement, et le facteur véhicule. Nous avons 10 causes principales qui, à elles seules, représentent environ 90% des accidents. Ça part de la défaillance mécanique des véhicules. Vous savez que les véhicules sont en mauvais état de manière générale. Et puis l'excès de vitesse. Là-dessus, il faut dire que la vitesse est un facteur aggravant. À 100 km à l'heure, avec une voiture particulière, un véhicule de tourisme, lorsque vous faites un choc, eh bien, ça correspond à une chute du 12e étage. Vous comprenez que c'est extrêmement dramatique. Ensuite, il y a le défaut de maîtrise du conducteur par rapport à son véhicule et le non-respect du feu rouge, y compris le petit bonhomme rouge pour les piétons, parce que les piétons ne respectent pas ça non plus. Alors, bon, ça crée bien souvent, malheureusement, des accidents, des accrochages. On peut parler du mauvais stationnement, des dépassements dangereux et surtout de l'imprudence du conducteur, qu'il soit conducteur de véhicules, disons, d'automobile ou conducteur de 2 roues. Nous avons donc sur nos routes des véhicules particuliers, les transports en commun, les transports de marchandises, les engins à 2 et 3 roues. Maintenant, nous avons aussi des piétons. Bref, alors parmi ces usagers, quels sont les plus impliqués dans les accidents? Alors, si on considère les victimes tuées, les piétons sont les plus exposés, avec 40% des tués. Et parmi ces 40%, la moitié est constituée d'enfants. Et donc, c'est l'occasion de vraiment lancer un appel pour qu'on se mobilise pour protéger nos enfants, surtout sur le chemin de l'école. Ensuite, vous avez les 2 roues, qui représentent à peu près 34%. Et nous avons les images de 2 roues. La réalisation, s'il vous plaît. Ensuite, nous avons, au niveau des victimes, impliqués les conducteurs. Les conducteurs, lorsque vous regardez parmi les victimes conducteurs, il y a près de 75% qui sont constitués de conducteurs professionnels. Pourquoi? Parce que ce sont des usagers qui ont pour métier de faire le transport. Et donc, ils sont en permanence sur la route, donc ils sont les plus exposés. Voici, pourquoi tant d'accidents? Pourquoi? C'est une interrogation extrêmement importante. Le premier constat qu'on fait, c'est que nous avons un parc vieillissant. Et il faut savoir que la moyenne d'âge de 75% du parc se situe entre 16 et 20%, entre 16 et 20 ans. Vous voyez, donc ça crée des problèmes d'entretien, des problèmes de panne fréquentes et ça crée beaucoup d'accidents. D'ailleurs, c'est pour faire face à cette situation que le gouvernement a pris récemment des mesures importantes pour limiter l'âge d'importation pour les véhicules d'occasion et limiter également la durée d'exploitation de ces véhicules. Donc, ce sont des mesures qui reposent
sur des éléments concrets qui proviennent du terrain. Le deuxième élément filmé de Walter est un micro-trottoir. Nous allons le regarder et après le commenter. Nous avons quelques petits soucis. Docteur, pour 2017 qui s'achève, quelle est la situation? Quelles sont les statistiques aujourd'hui au niveau des accidents? Déjà, il faut indiquer que en 2016, nous avons eu de gros soucis avec les statistiques. Parce que nous avons enregistré pour 2016 10 781 accidents et nous avons déploré 991 tués et 18 108 n'est-ce pas, blessés, dont 52% sont des blessés graves. Et, on obtient ainsi un taux de gravité des accidents de 9,24%. Bon, cela permet de faire quelques petits commentaires. Le premier commentaire que je voudrais faire, c'est que sur 5 accidents qui surviennent en Côte d'Ivoire, 3 sont enregistrés à l'intérieur du pays. Sur 4 tués, 3 sont à Abidjan. Et cela devrait vraiment nous interpeller parce que Abidjan, quand même, concentre plus de 75% du parc. Par rapport à 2017, nous n'avons pas encore l'ensemble des statistiques. D'accord, nous n'avons pas l'ensemble des statistiques pour 2017. Le micro-trottoir, il est prêt, nous allons le regarder maintenant. L'OSER, c'est l'office de sécurité, ceux qui s'occupent de la sécurité de la route. Et en période de fête, il y a des gens qui se vont boire, et puis sur le fait de l'alcool, ils font l'excès de vitesse, tout ça là, il provoque beaucoup d'accidents. Je suis d'accord avec la campagne de sensibilisation de l'OSER. J'aimerais qu'ils s'investissent plus au niveau d'Adjamé. Parce qu'il faut dire que quand on parle d'Abidjan, sans parler d'Adjamé, on n'a encore rien dit, quoi. Or, la circulation au niveau d'Adjamé, en temps de fête, c'est vraiment difficile. La vérité, sincèrement, je pense bien de eux parce qu'à l'heure actuelle, ils font leur travail comme il le faut. Même la dernière fois, il est passé sur l'autoroute, ils vont contrôler. Après avoir le contrôlé, ils ont donné beaucoup de conseils. Au niveau du pilier de derrière, c'était un peu usé, ils vont conseiller beaucoup. Même s'ils ne pensent pas au camion, de passer à moi-même. En cette fin d'année, je souhaite que les agents de l'OSER soient vraiment déployés sur les voies pour mieux donner les instructions aux différents usagers pour nous éviter les accidents. Je vois les policiers, mais je ne parviens pas à reconnaître les agents de l'OSER. S'ils pouvaient avoir un t-shirt ou une tenue vraiment spécifique qui puisse nous permettre de les reconnaître. Votre réaction après toutes ces préoccupations? C'est exact. La demoiselle souhaite voir l'OSER se déployer. Mais c'est le cas depuis plusieurs années à l'occasion des fêtes. Nous sommes dans les gares routières, nous sommes sur les corridors, c'est-à-dire à la sortie d'Abidjan, les grandes voies qui permettent de sortir d'Abidjan ou de rentrer dans Abidjan. Et nous avons déployé effectivement nos agents sur ces différents points pour sensibiliser les conducteurs en leur distribuant des dépliants de conseils, en procédant à des tests d'alcoolémie pour voir qu'ils ont un taux d'alcoolémie acceptable. Le taux d'alcoolémie en Côte d'Ivoire est fixé à 0,8 g d'alcool par litre de sang. Donc, vous comprenez que si vous dépassez cela, vous devenez dangereux. Il nous est arrivé d'intercepter des conducteurs qui avaient dépassé cette norme et nous avons appelé leurs responsables d'entreprise de transport et on nous a envoyé les chauffeurs testés négatifs et ils ont continué le chemin. Docteur, vous n'avez pas encore les statistiques de 2017, mais pour la fête de Noël, Abidjan a enregistré combien d'accidents? Là, au moins, on peut avoir les statistiques. Nous avons, avec l'appui que je salue vraiment au niveau de la préfecture de police d'Abidjan, enregistré des statistiques.
Donc pour 2017, sur la période du 22 au 27 décembre, nous avons 131 accidents, 3 tués, dont une dame, et puis 191 blessés. Comparativement à la même période en 2016, nous avons 157 accidents, 3 tués également et 214 blessés. Qu'est-ce que vous faites désormais pour freiner un peu les accidents sur nos routes? Mais c'est ce que nous avons toujours fait, hein. C'est la sensibilisation à travers donc, les campagnes médiatiques, à travers les campagnes de terrain de proximité et maintenant désormais avec une intensification de la sensibilisation avec de grands panneaux de messages variables déployés à Yamoussoukro, à Abidjan, et nous avons également des messages en langue au niveau donc, des radios de proximité. Mais nous voulons intégrer en termes de stratégie, et c'est une approche importante, la préoccupation selon laquelle il faut donner les messages de sensibilisation à des leaders d'opinion pour qu'ils les portent. Parce que ce sont des personnalités qui sont écoutées et cela peut faire beaucoup plus, avoir plus d'impact. Pour ce soir, quelle stratégie? Alors, ce 31 décembre. Je vous dirais que nous allons nous déployer dans plusieurs maquis, restaurants, les débits de boissons et les bars pour sensibiliser par rapport au danger de l'alcool pour que les gens consomment de façon modérée l'alcool. Nous conseillons notamment que lorsque vous sortez en groupe, n'est-ce pas, qu'il y ait un capitaine de sortie. Lui, sa mission est simple. Il doit ramener tout le monde en sérénité, toute sérénité et en toute sécurité à la maison. Pour ça, il doit s'abstenir de consommer de l'alcool. Comment on vous identifie ce soir? Alors, nous aurons donc des t-shirts avec le logo OSER et nous avons des agents de police qui ont des chasubles. Donc, nous serons dans les différents points à Yopougon, à Angré et à Makori. Dernière préoccupation, docteur, les radars gérés par l'OSER. Pourquoi les radars se cachent-ils? Oui, les radars, il faut le dire, sont des radars mobiles et ils sont des radars numériques. Donc, on ne les cache pas. Contrairement à, disons, un passé récent où on avait des radars dits analogiques qu'on mettait dans les véhicules. Et les véhicules étaient en bordure de route, donc on pouvait les voir. Cette fois-ci, avec ce nouveau type de radar, on n'a pas besoin d'être en bordure de route parce que ça vise loin et on peut les disposer même au-dessus des ponts et on vise les véhicules qui passent en dessous. Donc les automobilistes ne peuvent pas les voir. C'est ça et de toutes les façons, à travers le monde, quand le système d'exploitation du radar mobile fait que on ne signale pas l'endroit précis où se trouve le radar. On indique par des panneaux qu'il y a des contrôles fréquents de vitesse, mais ça c'est pédagogique. Mais docteur, quand ils arrêtent les usagers, ils se plaignent de ne pas avoir les preuves de leur infraction sur place. Il n'y a aucune preuve, on vous arrête, on vous demande d'aller après au siège. Bon, comment ça se passe? Pourquoi tout ça? Non, mais c'est un constat, hein, et c'est précisément... Qu'est-ce que vous faites? Voilà, pour pouvoir éviter toutes ces contestations qui gênent l'image du radar, eh bien, nous avons en cours d'étude un projet d'amélioration, de modernisation du système radar avec des radars fixes automatiques. C'est-à-dire que désormais, on introduit la technologie pour un contrôle dit intelligent. Non seulement les radars automatiques fixes qui va permettre de réduire considérablement l'intervention humaine dans le système, mais il y a également le contrôle de la circulation avec des caméras de surveillance.
Et désormais, lorsque ce projet sera mis en route, mis en œuvre, vous pouvez comprendre que vous ne pouvez pas commettre des infractions en toute impunité parce que l'œil de la caméra est sur nous. Dans quelques heures, nous allons rentrer dans la nouvelle année. Quels conseils aux usagers de la route pour terminer? Bien, c'est notre principale préoccupation, c'est d'accompagner effectivement les usagers en cette période de fête. Et pour la Saint-Sylvestre, je l'ai dit tout à l'heure, nous allons nous déployer dans les bars. Mais il faut demander aux usagers de la route de faire très attention par rapport à l'alcool. Lorsque vous avez pris à partir de 4 verres standards d'alcool, eh bien, vous n'êtes plus à mesure d'avoir toutes vos facultés pour conduire normalement. On vous demande dans ce cas d'attendre sur place. Il faut 4 à 6 heures pour éliminer l'alcoolémie. Et si vous pouvez donc appeler quelqu'un pour venir vous chercher, c'est très bien et on vous ramène à la maison tranquillement. Merci, docteur Eshuaka Désiré. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'OSER, l'Office de sécurité routière. Merci pour toutes ces informations qui permettront aux usagers d'éviter, voire de réduire les accidents sur nos routes ce soir 31 décembre, demain 1er janvier 2018, déclaré férié. Merci pour votre contribution. Merci beaucoup. Merci à tous et bonne année 2018 à tous.